La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. Oh, Serge Ibaka. Say it, Jack. Say it. Rack it up, DJ. Serge Ibaka said, no. Get that garbage out of here. 112-109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de notre épisode numéro 15 de Dino Talk spécial Vince Carter. Après avoir fait le tour de sa carrière à Toronto dans notre première partie, nous allons à présent parler de son passage dans les différentes franchises, les nombreuses franchises dans lesquelles il est passé après les Raptors. Avec moi, le fil rouge de ces passages dans les différentes franchises, notre grand fan de Vince Carter, Matt. Salut Matt. Salut Mike, salut tout le monde. Et pour parler de son passage aujourd'hui au New Jersey Nets, car oui, pour les plus jeunes, si vous ne le saviez pas, avant d'être à Brooklyn, les Nets étaient dans le New Jersey. Avec nous pour parler de ce passage-là, Patrick Bizindavi. Salut Patrick. Salut Mike, salut tout le monde. Alors, on va tout de suite rentrer dans ce passage de Vince Carter au New Jersey Nets. On va rappeler un peu ce qu'on a dit à la fin de la première partie sur le départ de Vince Carter aux Nets. Et je voulais revenir avec toi, Matt, sur quelque chose que j'ai pas détaillé la dernière fois. Tu en avais parlé sur le fait que Vince Carter, sur sa fin de son passage aux Raptors, il voulait plus dunker. Et on a une interview avec les journalistes où il dit dunk is overrated, ça sert à rien, on peut aller au lay-up et provoquer la faute, tout comme au dunk. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ouais, c'était un moment un peu embarrassant, je sais pas si je peux le dire comme ça, parce que c'est vrai que on avait vraiment l'impression qu'il était en train de perdre la flamme, quoi. Et puis voilà, moi je me rappelle que mes collègues de l'époque, ils me charriaient sur ça comme si que j'étais son agent. Et, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Il est cramé. Je dis non, je sais pas. Il avait plus envie. Et au final, l'effet, ce qui a suivi, ça l'a prouvé, quoi. Il a fini par demander son transfert et puis il l'a eu, quoi. Transféré au New Jersey Nets, du coup, il rejoint Jason Kidd, Richard Jefferson, une équipe qui était en finale NBA 2 ans auparavant. Patrick, est-ce que tu te rappelles un peu du contexte de l'arrivée de Carter aux Nets? Comment étaient les Nets à cette époque-là? Est-ce que tu as un peu ce souvenir? Oui, je me souviens comme si c'était hier parce que c'était un choc ici à Toronto à l'époque quand donc il a été transféré. C'est vrai que New Jersey, c'était une équipe qui avait connu les finales quelques années auparavant, mais c'était pas une force à l'est que les gens disaient que ils vont aller loin. Mais à l'arrivée de Vince Carter, c'était comme un Big Three, lui avec Jason Kidd et puis Jefferson. Et le jeu a complètement changé, ça allait plus vite, ça allait plus haut, ça allait plus rapide. Et justement, les gens se sont plaints à Toronto disant que Vince, finalement, il ne voulait plus jouer à Toronto. Même les blessures, les gens n'étaient plus sûrs que c'était des vraies blessures. Ils disaient, voilà, il ne jouait pas très bien à Toronto et voilà qu'il arrive au New Jersey et il se transforme en Vince qu'on a connu avant. Donc, c'était extraordinaire de les voir jouer avec Jason Kidd et puis Jefferson, avec un meneur comme Jason Kidd qui est un meneur qui pense passer avant de marquer. Alors vous imaginez avec Vince et Jefferson, c'était des dunks à la folie. Et justement, quand Vince disait qu'il n'aimait plus dunker, et voilà qu'avec Jefferson et un meneur comme Jason Kidd, ça a mis à dunker de tous les côtés. C'était vraiment une équipe extraordinaire.
Et aussi, ça a fait qu'ils ont rencontré l'équipe de Toronto dans les playoffs et donc c'était pas vraiment une belle chance pour l'équipe de Toronto. Ouais, exactement. Et pour revenir là-dessus sur l'histoire des blessures, c'est vrai que au final Carter sur ces 4 saisons pleines, les 4 saisons pleines qu'il fait avec les Nets, il rate que 11 matchs. Il rate que 11 matchs je crois c'est les 4 premières saisons. Voilà, entre 2005 et 2007 ou 2004 et 2007, il va 3 fois de suite en play-off. Et à noter que avec sur son passage aux Nets, il tourne à 23,6 points par match, alors qu'avec les Raptors, il tournait à 23,4. C'est sensiblement pareil. Matt, peux-tu revenir un peu sur surtout ces 3-4 premières saisons qui ont vraiment été excellentes avec Jason Kidd à la baguette. On se rappelle, comme l'a dit Patrick, les alley-oops dans tous les sens, c'était vraiment le showtime. Quels sont les souvenirs que tu as, toi, de ces saisons-là? Vince Carter retrouvé, déjà, c'est vrai qu'il part de cette dernière saison à Toronto sur la première partie de saison, parce qu'il est transféré en cours de saison. Il tourne à peu près en 16-17 points par match, et quand il arrive à New Jersey, ça passe à 27, donc c'était exceptionnel. On avait l'impression qu'il avait retrouvé l'envie de jouer. Et puis avec Jason Kidd, je pense que ça facilite aussi beaucoup les choses. Jefferson était blessé, il me semble, quand il est arrivé, parce qu'il a pas fini la première saison. Il avait très bien attaqué Jefferson. Après, il s'est blessé. Donc Vince avait beaucoup de ballons, et il les utilisait bien. Et puis ils finissent par se qualifier en play-off pour la première année directe in extremis, mais c'est passé. Bon, après ils ont pris un 4-0 contre Miami. On en avait déjà parlé à l'époque. Et voilà. Mais oui, d'ailleurs, il arrache une prolongation. Je crois que c'est le match 3. Il fait un shoot qui rebondit un peu de partout pour arracher une prolongation. Et non, ça faisait vraiment, vraiment plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Tu as exactement tout dit. En fait, Jefferson n'est pas là sur la fin de la saison 2004-2005. Et avec Kidd, ils permettent de finir la saison sur un 15-4 pour arracher les playoffs. Et ensuite, ils seront battus par le Heat. Le Heat qui va faire pas mal de misère à cette équipe-là sur les années suivantes en playoffs. Au final, si je ne me trompe pas, les Nets ne feront jamais mieux que demi-finale de conférence. C'est ça. En 2006-2007, je crois, il passe parce que en 2005, il saute au premier tour. Après, en 2006, ils perdent au deuxième tour contre Miami après avoir battu les Pacers. Et en 2007, c'est contre les Cavs après avoir battu au premier tour les Raptors, justement. Voilà, c'est ça. C'est cette saison-là où ils éliminent les Raptors avec le shoot de Vince Carter. Et ensuite, malheureusement, ils tombent sur LeBron James. Quel est ton regard sur cette période Nets au final? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu es satisfait de son passage? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire mieux? On voit qu'il a retrouvé du temps de jeu conséquent comme à Toronto avec 38-39 minutes de jeu selon les saisons. Quel est un peu ton avis là-dessus? Encore une fois, on en avait déjà parlé hors antenne, tout est une question de timing. Avec Vince, il arrive dans une équipe qui avait été finaliste 2 ans avant, qui avait été double finaliste même, et au final ils étaient en train de descendre. Du coup, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que quand tu tombes contre Miami, quand t'as pas d'intérieur, ils avaient un très bon secteur extérieur, mais à l'intérieur, quand t'as des Jason Collins, des Josh Bourne, des Sean Williams, des Nard Kirstich jeunes, c'est compliqué. Mais bon, du point de vue du jeu, c'était agréable à regarder. Après, c'est vrai que tu pouvais pas prétendre non plus à énormément de choses avec un effectif et un banc aussi faible, en dehors des trois superstars. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que à cette époque, malheureusement, le secteur intérieur et le banc n'étaient pas au niveau pour prétendre à plus. Patrick, toi, quels sont tes souvenirs de cette saison-là de Vince Carter? Qu'est-ce que tu retiendras? Moi, le souvenir que j'ai, c'est pendant les playoffs quand New Jersey a rencontré Toronto. Il faut dire aussi que avant ces séries, Toronto avait fait pas mal d'années sans aller aux playoffs, et Chris Bosh était vraiment, il pleurait à chaque fois que l'équipe de Toronto ne se qualifiait pas aux playoffs. Et là, il se qualifie et il rencontre les Nets avec Vince Carter. Et c'était la naissance de Jurassic Park. Et je me souviens quand par hasard j'étais au centre-ville de Toronto. Le premier match s'est joué à midi, si je me souviens bien.
eh bien, la ville était bondée de fans qui étaient en rouge, les cris. C'était vraiment la naissance là des fans de Toronto comme on les connaît. Et bien sûr, New Jersey qui élimine Toronto. Et à la fin du match, quand c'est fini, Vince Carter appelle Chris Bosh et lui dit ne te décourage pas, tu es le leader de cette équipe, ça va venir. Donc, c'était vraiment comme le passage du bâton d'un leader à un autre, disant c'est ton équipe. Il faut pas vraiment désespérer parce que vous êtes éliminé. Donc, continue à y croire, tu es le leader que l'équipe a. Et l'année suivante, les Raptors se sont qualifiés encore en playoffs. Mais voir les fans à Toronto, au centre-ville, c'était de la folie. C'était, comme j'ai dit, la naissance carrément du Jurassic Park qu'on connaît aujourd'hui. Et la foule, les cris, c'était vraiment extraordinaire de voir ça, de voir Toronto retrouver les playoffs, voir les fans de Toronto enfin qui retrouvent une équipe qui peut performer, mais malheureusement l'équipe de Toronto a été éliminée. Et de quelle façon? Parce que c'est Vince lui-même qui a mis le tir. Donc c'est vraiment le souvenir que je garde de cette époque-là. Oh, super intéressant, merci Patrick. Et pour finir sur cette période Nets, je vais lancer un petit débat. Selon vous, le prime de Vince Carter, est-ce que c'est sous le maillot des New Jersey Nets ou est-ce que c'est dès sa 3e saison avec les Raptors où il tourne à 27 points par match? Pour toi, Matt, à quand dates-tu les meilleures années, la meilleure année? Quand est-ce que Vince Carter était à son meilleur niveau selon toi? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que 2001 reste sa meilleure saison statistique dans tous les cas. Mais moi, je pense que oui, son prime a peut-être été à New Jersey, parce que c'est vrai qu'il a fait quand même des folies à New Jersey. J'ai l'impression que son jeu était peut-être plus intelligent et plus mature en fait, tout simplement. Et ouais, il égale son record en carrière avec 51 points. Il fait des gros triple-doubles à des moments, un triple-double à 46, 16 rebonds, 10 passes, des trucs exceptionnels. Il a fait des gros matchs, même si c'était peut-être Toronto, c'était le plus excitant parce qu'il montait au dunk sur tout le monde, enfin même si à New Jersey il le faisait aussi. J'ai quand même moi l'impression qu'il était peut-être un peu meilleur à New Jersey par rapport à son expérience et tout ça. Mais après ce sera peut-être pas l'avis de tout le monde, je sais pas. Patrick, quel est ton avis là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Je suis du même avis. Les années qu'il a fait au New Jersey, c'est vraiment les meilleures. Et là, je me dis, est-ce que c'est à cause des coéquipiers qu'il avait et qui étaient peut-être meilleurs que ceux qu'il avait à Toronto, je ne sais pas. Mais quand tu joues avec un meneur de jeu comme Jason Kidd, donc tu n'as pas vraiment le droit de faire un mauvais match parce qu'il est extraordinaire. Il lui donnait des passes de tous les côtés. Je pense que c'est la meilleure saison qu'il ait eue. Et bien évidemment, on connaît sa longévité. Il a joué durant 4 décennies. Mais je pense que les années qu'il a fait au New Jersey, c'est les meilleures années au niveau de performance, au niveau même de l'équipe qui avance. Mais les années qu'il a passé à Toronto, c'est les années où il a été la star qu'il est devenu. Et puis, mais je pense que vraiment les années qu'il a fait à New Jersey, ça a fait une différence. Je pense que c'est logique en fait parce que en prenant de la maturité, il a eu un jeu, je pense, beaucoup plus complet. À Toronto, c'était vraiment un attaquant finisseur et à New Jersey, à côté de Kidd, je pense qu'il a beaucoup appris et il est devenu un joueur beaucoup plus complet. Pour finir sur ce passage à New Jersey, Matt, est-ce que tu peux nous parler un peu la fin, comment ça s'est fini? Parce que en fait, New Jersey part un peu en reconstruction. Après, il transfère Jefferson. Carter reste un peu seul au milieu d'une équipe, faut le dire, pas très bonne. Quels sont tes souvenirs? Comment tu vois cette fin du côté de New Jersey? Bah c'est vrai que oui, comme tu dis, ils essayaient de reconstruire. Je crois qu'en 2008, ils transfèrent Kidd aussi en cours de saison pour Devin Harris. Et puis à partir même de la saison d'après, Devin Harris va prendre les rênes de l'équipe. Et puis voilà, Vince va partir pour. Je crois qu'il va être même transféré à Orlando. Et voilà, et ça permet de
ça permet à eux de reconstruire. Mais oui, enfin après c'est vrai que c'était une équipe bien plus jeune avec bien moins d'ambition. D'ailleurs c'est l'équipe qu'on avait vue qui était venue à Bercy d'ailleurs, qu'on avait pu voir, on les avait vus tous les deux contre Miami. Et oui, avec les Devin Harris, plein de petits jeunes, des Marcus Williams, des mecs comme ça, c'était voilà, fallait reconstruire. Et puis il était temps de s'en aller. Jefferson était parti 1 an avant, même 2 ans avant, Kidd l'année d'avant lui du coup. Et voilà. Très bon souvenir, c'est vrai. Nous étions allés voir la rencontre entre les Nets et le Miami Heat qui avait eu lieu à Bercy. Oh, c'est un très bon souvenir. Je crois que c'est la première fois que tous les deux on avait vu Vince Carter et Dwayne Wade en vrai. Pour moi, c'est ça. C'est un rêve de gosse. Un super souvenir. Très bien, Patrick. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette fin de passage à New Jersey? Non, non, tout a été dit. C'était vraiment. J'étais un fan de Vince, même s'il avait quitté le club de Toronto. J'étais un fan. J'étais vraiment content de le voir évoluer et puis dans une équipe qui gagnait. Et surtout, ce que j'ai admiré chez lui, c'est que c'est quelqu'un, contrairement aux joueurs plus jeunes, c'est quelqu'un qui n'a jamais chassé, je pense en anglais là, qui poursuivait donc de gagner le titre. Lui, il voulait vraiment avoir une bonne carrière et à la fin de sa carrière, il a eu peut-être des opportunités de jouer pour des équipes qui allaient être peut-être en finale, mais il a écouté son cœur, il a choisi les équipes comme ça et puis quelle carrière. Donc je garde vraiment de bons souvenirs, que ce soit à Toronto ou dans d'autres équipes où il a évolué. Ça a été un joueur extraordinaire. C'est parfait, merci à toi Patrick. On va continuer et enchaîner sur Orlando avec Matt. Vince Carter is really the franchise player. His abilities as a player are breathtaking. Once Ignite, Vince Carter is going to do something that only Vince Carter can do. Oh, Vince Carter going the distance. The windmill jam with the right hand. Carter, circus move. Oh, that is special. Carter falling away, puts it in. Shot from Vince Carter. Vince Carter up the razzle dazzle. Oh, that has been saved. Carter, yes. Off the backboard for Carter. Look out, Vince Carter soaring through the air. Carter rising up for the slam. He's getting real close to being out of his body right now. Carter defended him. Big finish. Defying gravity. Rejected by Carter. It does not matter who's defending him. He's that good offensively. The one-on-one situation, unstoppable. Carter for three. Yes. Carter twisting in midair. That might be the highlight of the year. What a shot from Vince Carter. Wow. Vince Carter flies through the air with the greatest of ease and puts it down hard. Carter, oh, he hammered it and won. Carter feeling it in rhythm. Carter, my goodness. He pulls stuff out of his repertoire that other players just can't do. He is unstoppable from the perimeter. Oh, Carter a three. Carter, yes sir. Here's the alley-oop. Carter on the reverse. Carter spinning. Carter scores. Get out of the way. Carter taking flight. Vince Carter. Skywalker. Here's Carter right to the basket. Carter. Oh! What a delivery. Vince Carter. Oh, what a move by Vince Carter. Carter
The 51-point performance by Vince Carter. Carter. Oh! He is smoking hot. A 3 and a foul. Hanging. Count it. 4-2-1. Look downtown. Oh! Carter is open. A 3 on the way. Got it. Here's Carter for the tie. Yes! Carter with 2 seconds. Carter for the win. Got it. Vince Carter has done it. On Alonzo Mourning. Carter drops. Oh, Vince Carter. Creativity. Oh, that's a bomb. Got it. Back to Carter. Oh! Vince Carter right out. Drop it off. Wow. Vince Carter. Oh, man. Carter, look out. He bounced it off and lands the Carter. Carter fires. Are you kidding me? Was that a little Vincane? Anybody else, that would be a heave. This is just a rhythm jump shot. Here's Carter. Oh, pace it home. I get to the rim. Hey, Vince Carter is that good. Oh, me, oh, my. The vintage of Vince Carter. Carter. Oh, he puts it down. Lob it at the rim. Carter dunks it. Unbelievable. Carter looking for the win. He buries it. Vince Carter va donc être transféré, comme on le disait, au Magic d'Orlando en compagnie de Ryan Anderson en échange de Rafer Alston, Tony Batty et Courtney Lee le 25 juin 2009. Alors l'année 2009, c'est une grande année pour le Magic. Avec nous pour en parler, Edouard. Edouard, tu es déjà passé dans notre podcast pour parler du Magic. Tu es un grand fan du Magic. Salut à toi tout d'abord. Bonjour, salut Mike, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors parlons un peu de ce contexte de l'arrivée de Vince Carter au Magic en 2009, juste après les finales perdues contre les Los Angeles Lakers. Donc Vince, on a pris Vince dans l'optique qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait créer en dribblant et pénétrer vers le panier. C'est vrai qu'on avait Howard qui était capable de compter, mais Howard, il est pas mal statique comme joueur. Il déplace pas beaucoup de joueurs. Donc, oui, il attire l'attention, mais on avait besoin de quelqu'un qui était capable de faire déplacer la défense, mais aussi quelqu'un à qui on pouvait donner le ballon dans les derniers instants et qui était capable de créer un panier parce que Rashard Lewis et Hedo Turkoglu, c'était davantage des tireurs de 3 points. Turkoglu pouvait créer, mais de façon limitée jusqu'à la ligne médiane souvent. Et là, il faisait une belle passe, mais c'était pas quelqu'un d'explosif. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a recruté Vince Carter. D'accord, ouais. L'arrivée de Vince Carter, en gros, c'était pour combler un manque que le Magic avait eu, qui a fait que en finale 2009, c'était compliqué. Alors du coup, comment s'est passée son arrivée pour toi? Quel souvenir tu as de Vince Carter? Est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi, du coup, son arrivée? Ou est-ce que ça a été finalement un peu un flop, selon toi? Spontanément, je dirais que ça a été un peu un flop. Mais c'est sûr que ce qui est dommage, c'est qu'on l'a eu exactement quand il a commencé un peu son déclin. Bon, les 2 dernières saisons à New Jersey, il comptait peut-être un peu moins, 21, mettons, au lieu de 23, 25. Mais avec nous, ça l'a chuté à autour de 17 maximum. Bon, il avait 32. Donc, moi, je dis toujours qu'un joueur, jusqu'à 32, il peut être dans son prime. Dès qu'il commence 33, traditionnellement, là, il commence à décliner un peu. Donc, j'espérais quand même qu'à 32, il faisait 33 peut-être je sais pas, il est né en janvier ou février, ou peut-être je me trompe, mais qu'il allait quand même bien jouer. Mon beau souvenir de lui, cependant, c'est contre le New Orleans. Ça fait, je pense, dans le mois de janvier, il tirait de façon exécrable au panier. Et ce match-là contre New Orleans, il a fait peut-être un 14 points en première mi-temps et il a fini avec 48. Et je me rappelle toujours, j'étais dans le sous-sol chez un ami d'enfance qui
est un Québécois et qui a découvert un peu le basket à travers Vince, comme on l'a tous fait un peu, en tout cas comme les gens qui n'écoutaient pas le basket l'ont fait au Québec et au Canada. Et il savait que j'étais fan d'Orlando. On suivait le score un peu. Et il me dit, oh, Vince a 25 points. Oh, Vince a 35 points. Oh, Vince a 40. Oh, Vince a 42. Oh, Vince finit avec 48 points. Avec des passes incroyables, des pénétrations lentes, mais en même temps, il y a une extension à la fin, comme s'il y avait un bras bionique. Bon, il était plus si athlétique, mais il est très fondamental. Il y a un QI très grand de basket. Et à la fin, je me rappelle Dwight qui l'a félicité en disant « Vinceality is back » durant l'entrevue après-match. Donc ça, c'est mon bon souvenir de Vince Carter à Orlando. Parfait. Matt, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est le moment où Carter a commencé à décliner? Et toi aussi, de ton côté, quels sont les souvenirs de son passage à Orlando? Est-ce que pour toi aussi, c'est une déception? Oui, quelque part, ça a été un peu une déception puisqu'il avait, comme disait Edouard, il a commencé à baisser un petit peu. Il est descendu en dessous de la barre des 20 points. Ce match à 48 points, on s'en rappelle tous. Je l'ai même en DVD pour dire. C'était vraiment joli, mais bon, après, c'était moins bien de son côté. Après, l'équipe tournait bien. Ils étaient numéro 1 de la ligue en saison régulière. Ils se font taper en finale de conférence, mais bon, du coup, si même lui, il fait pas des playoffs extraordinaires non plus. On sentait que ça commençait à baisser. Ouais, il commençait à accuser le poids des ans. En fait, c'est vrai que du coup, si on se place d'un côté fan de Vince Carter, on peut se dire que c'est une satisfaction parce qu'il n'avait jamais atteint les finales de conférence. Donc, c'est la seule année où il va les atteindre. Mais si on se place du côté d'Edouard, qui est fan du Magic, lui, il avait goûté au final NBA. Donc, pour lui, on peut comprendre que du coup, c'était une certaine déception parce que le Magic n'a pas réussi à récidiver du coup, alors qu'ils avaient placé beaucoup d'espoir en Carter. Est-ce que j'ai raison si je dis ça, Edouard? Oui, ce qui m'amène à mon mauvais souvenir, si on veut. Et c'est dommage parce que j'ai un grand respect pour l'athlète et je pense qu'on devrait lui rendre hommage. Mais au premier match ou au deuxième match, mais je pense que c'était bien le premier, on perdait par 2, si je me trompe pas. Bon, les détails de par 1 ou par 2, peut-être que je me mélange, mais on perdait par 1 ou 2 et il s'est fait fauter. Il a raté 2 lancers francs. Ensuite, je pense qu'ils ont raté, et finalement, il a recréé quelque chose et je sais pas, en tout cas, il a raté plusieurs lancers francs vers la fin de ce match-là. Et donc, c'était à Orlando et ça a mal commencé la série du coup. Oui, ils avaient fait un parallèle avec Nick Anderson du coup. Il y en avait 4 vraiment? Pardon? Est-ce qu'il en avait raté 4 comme Nick Anderson et il avait repris son offensif? Ouais, je crois qu'il avait pas été bon. C'était pas 4 de suite comme Nick Anderson, mais bon, il s'était troué à la fin sur des lancers et du coup, ça, forcément, le parallèle est vite, il arrive vite, quoi. Du coup, Edouard, est-ce que tu considères le passage de Vince Carter à Orlando comme un échec? Qu'est-ce que tu en retiens au final? Au final, j'en retiens que c'est quand même Vince Carter. Je me rappelle quand mon ami qui avait Twitter à l'époque, j'avais pas Twitter, qui m'a texté « Ah, vous avez pris Vince Carter ». Pour moi, Vince Carter, un gars d'Orlando, près de là, donc natif de là. C'est un grand joueur et c'est juste beau le voir jouer, peu importe s'il était un peu moins productif. Et j'ai un bon souvenir à chaque fois qu'il rentrait un 3 points. L'annonceur disait quelque chose du genre VC3 et en se rappelant de qui est Vince Carter pour les fans qui l'ont connu jeune, c'est sûr que ça excite un fanbase, ça excite le spectateur durant le match. Donc, moi, c'est un de nos grands joueurs, mais oui, je dirais qu'on ne peut pas le considérer comme un grand joueur du Magic quand même parce qu'il est resté très peu surtout. Et pas tant parce qu'il n'a pas si bien performé, qui est quand même, oui, un facteur un peu décevant. Et toi, par rapport au fait que tu sois Canadien, est-ce que tu as découvert, tu m'avais dit, je me rappelle quand on s'était rencontrés pour la première fois que tu avais démarré le basket avec le Magic, c'est ton père qui t'avait montré un match et il y avait le Magic. Et est-ce que quand même Vince Carter a joué un rôle quand il était à Toronto par rapport à toi dans ton appréhension du basket ou au final, non, pas du tout, toi tu as été Magic depuis le début et puis Carter n'a pas eu d'importance. Je suis resté Magic, mais Carter a eu un énorme impact au Québec, au Canada, et je dirais même internationalement,
Pour moi, il a rendu le basket, en tout cas de mon époque, là, je ne sais pas pour les années 80, mais il a rendu le basket cool de façon internationale. Encore, bon, il y avait Iverson et Kobe, mais encore même plus que ceux-là. J'avais des amis québécois qui regardaient uniquement le hockey, qui en voyant les dunks durant la saison recrue de Vince, les multiples dunks, et avec des extensions par-dessus le panier et des dunks vraiment purs aussi. Vince Carter, sa caractéristique, c'est quand il dunkait fort, mais il dunkait pur. Le filet, il sursautait, mais d'une façon quasiment avec délicatesse, même si c'était avec force. Donc, c'était comme un swish, un dunk swish typique de Vince Carter et tous ces reverse dunks. Et vraiment, on voyait ça étant donné qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il fallait se taper tout le bulletin sportif. Donc, si on voulait voir un score, bon, il y avait Internet, mais pour voir les highlights, YouTube, ça n'existait pas. Et les fans de hockey, ils voyaient, donc, ils découvraient ce dunker incroyable. Et quand il est rentré en 98-99, il y avait lui et Jason Williams avec ses passes qui faisaient des choses que moi, j'avais jamais vues auparavant. Donc, je pense que Vince Carter a rendu le basketball international pour moi depuis depuis après Jordan. Super, merci, c'était super intéressant, Edouard. Matt, est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce passage à Orlando? Bon, pas grand-chose, à part, oui, forcément, la petite déception, parce qu'il était, ça on parlait déjà depuis quelques années sur la fin de New Jersey, qu'il aimerait bien partir au Magic parce qu'il était chez lui. Au final, il est resté qu'1 an et demi avant d'être transféré à Phoenix. Je sais qu'il l'avait assez mal vécu sur le moment, mais bon, au final, ça reste quand même un joli passage. En tant que fan de Vince Carter, il a pu faire sa première finale de conférence, sa seule d'ailleurs. Après, il a continué son long chemin. Parfait, on va justement continuer à aborder ce long chemin. Merci à toi, Edouard, et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour parler un peu des duels entre les Raptors et le Magic. Oui, merci, ça m'a fait plaisir. Salut à vous. So far in the preseason. Calls for a lob and the finish. Throw attempts. Yes. Read it down to Carter. Carter up and in. Oh. Nets looking to bounce back after the deflating loss. Vince Carter right out of the gate. To his body and his work. And again, too easy. The chorus of boos for Carter. Carter to the rim. It's a block. You can go vertically. Yeah, but you can't go side to side. There he is. Official, the outside official, has the best view of it. Carter back door. Wants to think a little bit too much about scoring. What a beautiful move. Curl that time. Definitely stretch your defense over the season. Now he shoots a pretty good percentage. We'll try to let Kevin Carter with fade. Jarrett Jack guarding Dwight Howard. Great cut by Carter. To go. Trying to run with Howard. Carter from Jason Williams. Run, a lot of high-low action along with Zach Randolph. Oh, boy. Out top to Carter. Shot clock ticking down. Carter goes. Nelson a wide open lane to the bucket. Here's the lob. Carter is able to finish him. Marsh can't find anybody, and then Carter was able to work himself further. He's still wound up with the field goal. Vince Carter right down the lane. Final seconds, first half. Carter drives. Carter to the rim. Puts it up and in. Oh! Games this season. Carter. Vintage. Barnes gets the rebound ahead to Carter behind the back. He'll drive and stop. And he can still do that. Vince one-on-one against Horford. Drives and throws it down. But quick two. They're on a 6-0 run. Al Jefferson has made 7 of 8 shots from the floor. Carter. Vintage. Barnes an offensive rebound. What a great pass. Picked up by Gates. Shot clock's down. Carter takes it away. Here comes Vince. Let's see what he's done. Oh, Vintage. Probably should have done. I see what happened. Oh, seen Vince do that. Here you are. Carter throws another one through. 12-point game. Carter thought about a 3. Now he'll drive it. Throw it down. Force them to double team so that it opens you up like right there. It's not going to work between Carter and Dwight there. That will. That's beautiful. That is beautiful. His left hand. This one was good. Carter with the left. Right now, Orlando has kept
key guys out here now. Carter is driving. Oh, there you go. Vinsanity returns. Free throw percentage in the game. Carter to the basket. You got to give credit to Doc Rivers for keeping his eye on the prize. Understanding. My goodness. Vince Carter. Nice play from Carter, who releases after the deflection. And they finally get a field goal. Now on the switch is Owens. Carter gets inside and throws it down. Après ce passage à Orlando lors de la saison 2010-2011, Vince Carter est transféré aux Phoenix Suns le 18 décembre 2010. Malheureusement, il va pas y rester bien longtemps. Il sera, si je me trompe pas, il sera en fin de contrat. Matt, tu vas me confirmer ça après, et il signera aux Mavericks la saison suivante. Matt, quels sont tes souvenirs de ce court passage aux Suns? Bah alors moi déjà c'est un transfert qui a été un peu dur au début parce que Orlando il était chez lui, il avait l'air heureux, mais bon du coup c'est vrai que ça s'est pas passé comme prévu, donc ils ont décidé d'essayer de changer les choses, donc il atterrit à Phoenix, là où du coup il se retrouve entre guillemets en tant que petit jeune à côté de Steve Nash et Grant Hill. ça c'est pas mal, et après ça a été le début du virage. C'est là qu'il a commencé à plus s'effacer. Il était toujours là, il a fait 2-3 matchs sympas. Bon, après, il a peut-être pas eu le temps de beaucoup trouver sa place quand on arrive en cours de saison. Faut apprendre les systèmes, tout ça, et surtout qu'il part à la fin de saison. Je pense qu'il le savait. Mais oui, il y a eu 2-3 matchs sympas. Il y a eu 2-3 trucs cool. Bon, après, ça fait pas les playoffs, il me semble. Oui, c'est ça. Et puis bon voilà, ça durera que une cinquantaine de matchs, mais bon, c'était bon à prendre. Et c'est la première fois où il a dû lâcher le numéro 15 pour aller avec le 25 parce que le numéro 15 est retiré à Phoenix, donc voilà, il était grillé. Quelques petits trucs quand même pendant ce passage-là. Il passe les 20 000 points en carrière en étant à Phoenix. Il devient le 37e scoreur NBA à cette période-là. Sinon, est-ce que tu as des souvenirs des ambitions de Phoenix cette saison-là, un peu du contexte? Phoenix, je pense qu'ils essayaient un peu aussi de reconstruire. Je pense qu'ils commençaient déjà à préparer l'après Steve Nash, donc ils se prenaient des contrats courts. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils ont pris Vince Carter, puisque ça fait toujours un petit peu plaisir au public. Et puis derrière, à la fin de saison, de toute façon, il est en fin de contrat, il ira signer ailleurs. Et ça te permet de reconstruire après. Je pense que c'était surtout dans cette optique-là. Ils se débarrassaient des contrats et puis ils repartaient sur du court pour préparer l'après Steve Nash. Parce que Steve Nash, même s'il est encore resté un petit peu après, je crois qu'il est parti en 2013 aux Lakers. Enfin, il est parti, il a signé, mais au final, il n'y a pas été vraiment. Et donc voilà, ouais, je pense qu'il commençait à se préparer à l'après Steve Nash surtout. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match à 29 points et 12 rebonds face aux New York Knicks? Son meilleur match avec les Suns. C'est ça, ouais. Surtout les matchs contre New York, vu que j'ai pas mal d'amis fans de New York, à chaque fois que Vince Carter joue contre New York, j'en entends parler. Et oui, c'est sûr que oui, c'est son plus gros match qu'il a fait là-bas. C'était d'ailleurs c'était un bon match. On avait l'impression de retrouver il était adroit, c'est surtout ça aussi. On avait l'impression de retrouver un Vince Carter avec plus d'envie. Moi, j'avoue que au début de Phoenix, ça m'a fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il se faisait, il était benché des fois au profit de Jared Dudley, que je trouvais beaucoup moins bon. Mais bon, qui était là depuis plus longtemps, donc forcément. Et donc voilà, après il a quand même réussi à sortir 2-3 gros matchs histoire de montrer qu'il pouvait quand même encore jouer, que c'était pas la fin non plus, qu'il fallait pas l'enterrer tout de suite. Parfait, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce passage à Phoenix. Merci beaucoup. Feel confidence? I say take as many as you want. In some fashion. Well, we've seen New Jersey already. Carter easy as he gets past. Nelson the pass on the move. Carter. Hey, you tell me.
tied a career high with 18 rebounds. There's the lob for Carter. Game tied at 83. Carter stuffs. Vince Carter, Michael Pietrus. Screen by Gortat. This match against Siler. It's Carter! Make too many. And again, the competition to play against. Well, that's easy. Howard squares up and shoots a jumper. Vince Carter follows it down hard. Step or two where it makes Dwight a little bit less effective, but Noah does not have. Carter to the bucket, what a move! Lewis to Nelson. Flips it to Carter. Big long stride and throws it down. Side. Grant Hill feeds it to Carter. And the pass from Grant Hill to Vince Carter. Oh, fine by Donnie Walsh and the Knicks organization. Alley-oop for Vince Carter. Hard off the iron, tracked down by Graham. Nash finds Carter for the reverse. That's led 18 to 10. It's now 18 all. Carter going upstairs. Throws it back out. Extra. Wizards led by 1 at the half. Carter, great move. He just sidestepped the defender. And they got tremendous production as well from Andres Nocioni. Vince Carter takes it to the rack. High and hard. You're looking for, and that's one way of exemplifying it. And look at Carter. And how he can run off the point. Well, he's only 6'3", weighs 185 pounds. Nash. Well, Carter might get his name mentioned right here. Beautiful feed from Nash. And Phoenix ending the half with a 15-8 run. Nice play as Carter. Good job by Chandler staying with Nash. Here's Carter. Absolutely lights out. And you see some of his numbers. Vince Carter trying to put the lights out with that power jump. And I totally agree with Alvin Gentry starting Gortat here. And that bodes well for the Suns. Inside to Carter. I'll tell you what, as they feed it inside, Carter able to hammer it home. Vince Carter bouncing in now to Harden. Spin move. Beautiful, beautiful play by Vince Carter. Back door, Carter. Oh, is that something? Could be wrong. And it comes to Vince Carter. And he broke loose. Somebody broke down to 5. Pretty pass to Vince Carter for the Orange Crush. Vince Carter. Couple of dribbles, now spinning into the paint for the crush. I had to laugh at that one. Vince Carter to the 10th floor. 64 minutes on this season with the Suns out of the playoffs. You know, did Vince Carter with that great move there for the player watched him in the pregame warm-up. The alley-oop to Vince Carter for the reverse crush that he wished he would have had back. Jared Bayless on the floor, and look at Vince Carter elevates and detonates. Kaboom! Alors maintenant, on va recevoir Quentin de Dallas FR pour parler de la période de Vince Carter à Dallas après ce court passage à Phoenix. Tout d'abord, bonjour à toi Quentin. Salut Mike, salut tout le monde. Salut. Alors, Vince Carter arrive à Dallas dans une période assez spéciale. Déjà, les Dallas Mavericks sont champions NBA. Et c'est l'année du lockout. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte de son arrivée chez les Mavericks? Ouais, alors comme tu dis, c'est même doublement spécial pour nous parce que il y a d'un côté purement Dallas, il y a le titre et puis il y a cette intersaison un petit peu spéciale parce que alors je sais pas pour ceux, peut-être pas tout le monde s'en souvient, mais en fait Mark Cuban n'a pas décidé de reconduire l'équipe du titre et en fait ce magnifique effectif que tout le monde connaît de 2011, il explose un petit peu avec pas mal de joueurs qui s'en vont et c'est dans ce contexte-là que Vince Carter arrive et puis ce qui fait que c'est doublement spécial, c'est qu'il y a aussi le lockout qui cette fois concerne toute la NBA, mais d'un point de vue purement Dallas Mavericks, c'est une arrivée qui est là pour essayer de continuer un petit peu ce qui a été fait avec cette équipe championne, même si c'est plutôt un lot de consolation parce que on a quand même, comme j'ai dit, une équipe qui a un petit peu
imploser, même si c'est pas ce que les joueurs souhaitaient, mais voilà. En tout cas, lui, il arrive là avec beaucoup d'expérience, mais aussi déjà beaucoup d'années au compteur, parce que même si j'ai l'impression que son arrivée était il y a très très longtemps, donc je me dis ouais, il était jeune à l'époque, il avait quand même déjà 35 ans quand il est arrivé, donc il était plutôt jeune, mais voilà, beaucoup d'expérience. Dans la fanbase des Mavs, il y avait quand même pas mal d'interrogations quant à son niveau et quant à ce qu'il allait apporter, parce que bon, on se dit quand même qu'il est vieux, et puis l'expérience à Phoenix c'est un petit peu mitigé, on va dire. Et du coup, quelles étaient les attentes vis-à-vis de son rôle dans l'équipe, et quelles étaient les attentes pour vous par rapport à l'équipe? Est-ce que vous y croyiez pour le titre, pour la défense du titre, ou vous étiez vraiment dit c'était un one shot et cette année on n'a pas beaucoup de chance? Alors, d'un point de vue collectif, clairement, quasiment personne ne croyait au back-to-back, parce que comme j'ai dit, ouais, l'équipe a beaucoup changé. Et puis bon, Miami qui était bon déjà favori l'année d'avant, et devient à nouveau encore plus fort. Ils nous mettent une immense branlée rapidement en saison régulière. Bon, même si c'est la saison régulière, dans tous les cas, on savait que ça allait être très compliqué pour le titre, et d'ailleurs on n'a pas fait le point, on s'est fait sweeper très rapidement au premier tour par les futurs champions de conférence. Mais quant à Vince Carter, lui, c'est pas un one shot, parce qu'il signe, il arrive un petit peu pour du long terme, mine de rien, pour 3 ans. Donc on souhaitait quand même le garder dans l'effectif, et c'est je trouve que Vince Carter est vraiment représentatif de cette période qu'on a eu à Dallas pendant 4 ans environ, entre le titre et la draft de Dennis Smith Jr. C'est une période pendant laquelle en fait on a essayé au maximum d'entourer Dirk dans ces dernières années où il était compétitif, de l'entourer avec des joueurs d'expérience. Ça a plus ou moins marché, plutôt pas trop, on va dire, mais tous les joueurs un petit peu Chandler Parsons, après on a eu par exemple Andrew Bogut, Deron Williams, tout ça, c'était essayer de faire venir des vétérans pour être compétitif, mais en fait on n'est pas assez de jeunesse. On était le 2e effectif le plus vieux de la ligue, et je trouve que Vince Carter est super représentatif de cette période-là, c'est-à-dire des joueurs qui sont intéressants, intelligents, qui sont facilement coachables. On y reviendra plus tard, mais tous ceux qui sont passés à Dallas, surtout Dirk et Rick Carlisle, disent que du bien de Vince Carter. Et du coup, ouais, il a été là pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on en attend? On attendait à ce qu'il puisse avoir son apport directement sur le terrain, et c'est pour ça qu'il a commencé en titulaire la première année. Ça s'est pas forcément bien déroulé tout de suite, et puis en fait c'est de son propre chef, ou par la suite en 2e et 3e saison, il a décidé de sortir du banc, et puis il a pu beaucoup apporter, et puis c'est encore une fois très représentatif de Vince Carter, c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer l'équipe avant, qui est très humble, parce que c'est lui qui a demandé, comme j'ai dit, de sortir du banc, et puis du coup il a pu sur les 2 autres années apporter plus en qualité, en précision, que ce qu'il a fait la première année. Mais voilà, quand il est arrivé, clairement on comptait sur lui, un peu moins au final que ce qu'il a donné, parce que comme on a dit avant, il était un peu en perte de vitesse. Mais il a quand même apporté sur les 3 années. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Ouais, ça répond très bien à ma question. Je vais donner la parole à Matt. Matt, pour toi, fan de Vince Carter, quels sont les souvenirs que tu gardes de ce passage à Dallas? Dallas, ça a été un bon passage, parce que déjà ça sortait de Phoenix, comme tu disais, c'était mitigé. Phoenix, on avait un peu l'impression que ça commençait à sentir la fin de carrière. Non pas que j'aimais pas l'effectif, il y avait toujours des Steve Nash, Grant Hill, c'était sympa, mais l'arrivée à Dallas, tu sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose. Après lui, il a montré qu'il pouvait s'intégrer, qu'il allait pas faire sa star à réclamer plus de temps de jeu, quoi que ce soit. Il est sorti du banc, et ça s'est bien passé. Il a été en course pour le titre de meilleur 6e homme, je crois que c'était en 2013. Il fait une bonne petite saison à 13 points par match. Et au final, il l'a pas, bien sûr. Mais ouais, non, c'était bien. Il y a eu des gros shoots, le buzzer beater contre San Antonio en playoff. Il y a eu des dunks, non, c'était bien. Puis la franchise de Dallas, on l'aime. Enfin, pour ceux qui ont suivi comme moi, début des années 2000, il y avait déjà les Nowitzki, Finlay, Nash. Mark Cuban, il est exceptionnel comme proprio. Enfin, c'est des franchises qu'on aime, et du coup, voir Vince Carter là-bas, même s'il avait pas son numéro 15, du coup, parce qu'il pouvait pas le porter là-bas, c'était
c'était bien, ouais, c'était un bon moment. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu retiens de son passage dans votre franchise et est-ce que tu considères que c'est une réussite? Alors, le premier truc qu'on retient et que tous les fans de Dallas retiennent, et je pense aussi du coup les fans de Vince Carter, c'est qu'il a mis, il y a un an, j'aurais dit un des plus beaux et importants buzzer beaters de notre histoire, si ce n'est le plus important, mais depuis il y a Luka Doncic qui est passé face aux Clippers, mais déjà ouais, ce buzzer beater face aux Spurs qui est exceptionnel. En 2014 donc, pour rappeler pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est au premier tour face aux Spurs et les Mavs sont pas du tout favoris et pourtant on arrive à s'accrocher. Donc c'est un duel entre deux équipes de roublards, les deux effectifs à vérifier, mais je suis quasiment sûr qu'il y a l'âge moyen le plus vieux de la ligue. Donc d'un côté t'as Tim Duncan, de l'autre côté t'as Nowitzki, Carter, enfin bref, vraiment des équipes de vieux briscards. Et ça se bat super bien. Et c'est au game 3 où Carter il met cet incroyable buzzer beater angle 0 avec la feinte sur Ginobili. Dallas qui mène 2-1 et puis ça avait lancé, ça a vraiment bien lancé cette série. On a fait passer un message quoi. On est là, on va pas se laisser faire. Et au final, on est la seule équipe cette année à aller en 7 face aux Spurs, à emmener les Spurs en 7, je veux dire. Ils seront champions à la fin. Et tout ça, c'est grâce à cette équipe de vieux avec Vince Carter à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose qui vient en tête. On pense à Vince Carter aux Mavs, on pense à ça. Et donc pour te répondre, bah forcément, ça influence et on a déjà un bon souvenir de lui. Après, en poussant un petit peu plus, comme j'ai dit, sur les 3 ans, on a vraiment apprécié cette progression qu'il a eu entre la première et les 2 années d'après. Je vais reprendre les stats, je m'étais noté ça, mais le nombre en fait de matchs startés en première année, c'est la première année où il est à Dallas, hein, évidemment, il starte 40 matchs sur 60. Les 2 années d'après, il va en starter 3 sur 162. Donc vraiment, vous voyez qu'il a accepté ce rôle de 6e homme après le départ de Terry et il l'a fait super bien. C'est-à-dire que il a mis plus de points, il était plus précis. Donc clairement, c'est le genre de joueur que t'adores avoir parce que il apporte de l'expérience, il obéit au système que le coach impose. Il apporte en fait à tous les points de vue et il n'était pas non plus dans ses 41, 43, 42 ans là où il était vraiment sur les rotules. Il en avait encore sous le capot quoi. Donc c'est le genre de passage que tu es obligé d'apprécier au sein d'une équipe et c'est dommage que l'équipe ait pas été plus jeune sur certains aspects pour entourer Nowitzki qui était quand même déjà vieux, mais parce qu'on aurait pu aller vraiment plus loin avec cet effectif parce qu'on avait vraiment les vétérans qu'il fallait avec Nowitzki et Carter du coup. Voilà, en bref, c'est un bon souvenir pour les fans de Dallas, que ce soit sur le plan sportif parce que il a été efficace, il a mis ce buzzer beater exceptionnel, ou sur le point de vue plus émotionnel parce que les fans on l'a tous vraiment apprécié, on a adoré la relation qu'il a eue avec Nowitzki, avec Carlisle, et puis à chaque fois qu'il est revenu dans ces années suivantes, Memphis Kings ou dernièrement Atlanta là, il a toujours été bien accueilli et puis pour ceux qui n'ont pas vu, pour aller voir, il y a une petite vidéo hommage là qui a été faite lors de son dernier passage à Dallas, une vidéo hommage et puis il y avait Nowitzki et Sean Marion qui étaient venus juste pour l'occasion. Rick Carlisle aussi, enfin ils se sont fait des accolades et à chaque fois il dit quand je reviens à Dallas c'est un endroit où j'aime aller. Donc voilà, c'est réciproque, c'est une relation au final un petit peu courte, 3 ans, mais où on retient vraiment que du positif. Il a apporté un petit peu plus que ce qu'on attendait et puis je trouve aussi après ça serait intéressant de demander à Matt, mais que c'est ces dernières années où il a pas eu cette image de papy qui s'occupe des jeunes un petit peu. À Memphis, il y a peut-être une transition, mais clairement à Sacramento, Atlanta, il était plus là pour la compétition. On aimait le voir. Qu'à Dallas, au final, il a joué la compétition. Il s'est qualifié sur les 3 années où il est là. Il y a 2 années où on fait les playoffs. Il était là pour gagner et puis voilà, c'était les dernières années où on avait vraiment ce compétiteur à fond. Et c'est aussi appréciable. Donc non, clairement, passage à Dallas, il y a quasiment que du positif sur ces 3 années. Parfait. Matt, du coup, je te pose cette question. Est-ce que c'est vraiment les dernières années où Vince Carter est compétitif selon toi? Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai noté à partir de Grizzlies. J'ai marqué encadrement. Tu vois. Donc Dallas, c'est vraiment la dernière où il est. Enfin, Grizzlies, il est encore un petit peu là, mais c'est vrai que après Dallas, c'était surtout pour
pour encadrer les jeunes, pour leur apprendre le métier, parce que quand t'as Vince Carter dans ton équipe, il a plus ou moins tout vécu, sauf les finales, mais il a tout traversé et tout. Et à Dallas, oui, c'était la dernière fois où vraiment t'avais l'impression qu'il jouait vraiment quelque chose, même si Memphis est allé en playoff et tout, mais c'était pas pareil. Mais c'est aussi là qu'il a montré qu'il pouvait, contrairement à des Iverson que j'adore aussi, contrairement à des Carmelo maintenant, un mec qui est capable de ravaler sa fierté. Je sors du banc, on y va, et puis on va essayer de donner tout ce qu'on a. Tu joues avec la même intensité mais en sortant du banc, et c'était vraiment cool à voir. Et je voulais un petit mot pour terminer de ta part, Matt, sur son style de jeu. C'est la saison où il a commencé, je sais plus si c'est la première saison à Dallas ou la deuxième, où il a commencé à beaucoup plus tirer à 3 points avec réussite. Et d'ailleurs, quand on regarde ses réussites, ses récompenses, enfin pas ses récompenses, mais son classement dans les meilleurs tireurs à 3 points, c'est cette année-là qu'il est passé devant beaucoup de joueurs. Est-ce que pour toi, c'est un peu cette période-là également où il passe de joueurs qui jouent plus derrière la ligne par rapport à avant où il allait beaucoup à l'intérieur, dunker et tout ça, ou est-ce que ça s'est quand même déjà fait un petit peu auparavant, selon toi? C'est vrai qu'au fil des années, il s'est plus mis derrière la ligne à 3 points de plus en plus. Et oui, c'est vrai que Dallas, ça commençait à être, bon, après, il avait, surtout la deuxième année où il avait quand même pas mal de réussite. Je sais plus à combien il dépasse les 40%, facilement à 3 points. Donc, oui, après, c'est sûr que ça tire moins sur les jambes. Il commençait à vieillir, Pépère. Mais bon, il y avait quand même des attaques de cercle de moins en moins, mais il était, disons que ça lui permettait de durer plus longtemps, quoi, je pense. Parfait. Eh ben, merci à toi, Quentin. Merci beaucoup. Et on se retrouve, j'espère, la saison prochaine dans des Dino Talk l'avant-match. Au moins 2. Normalement, on vous rencontre 2 fois avec les Raptors. Mm-hmm. Merci à toi. Et bonne pause. On ne sait pas quand ça va reprendre la NBA, malheureusement. Profite bien de tes nuits. Merci à toi pour l'invitation. C'était cool de parler de ce joueur. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I'm the one who dunks. Vince works on Bellinelli just right by flies it up and in for the hammer. Carter penetrates, slams it in, and does. Here's been going up and dunking. Here's Walker again. Oh, nice move by Carter. He looks, he can't get it to Ellis. Got it to Carter in the corner. He hits! And the Mavericks win the game. A three-pointer in the corner for Vince Carter, and it's a bomb scene in the corner, and the Mavericks have taken a 2-1 lead in the best of 7 series in the most spectacular of matches. Parfait, Matt, on arrive vers la fin de notre grand marathon. On va parler maintenant de la période Memphis Grizzlies et avec nous pour en parler, on a Tommy de Memphis Grizzlies FR. Salut Tommy. Salut les gars. Salut. Alors Tommy, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel est arrivé Vince Carter aux Grizzlies? Dans quel état était l'équipe à cette époque-là? Quelles étaient les ambitions? Et voilà, dis-nous un peu tout ça. Yes, donc du coup, nous on signe Vince Carter à l'été 2014. C'est une période où les Grizzlies sont encore compétitifs. On a fait donc l'année précédente la fameuse finale de conf face aux Spurs en 2013 et l'année juste avant qu'il arrive, donc cette année-là, on a fait un premier tour face à OKC. On perd forcément au premier tour, mais on perd 4-3 en les mettant en difficulté. C'est la fameuse série où KD est fort critiqué dans les journaux locaux, puisqu'on mène la série 2-1, puis 3-2, avant de finalement perdre 4-3. Donc on a encore tout le monde, on a encore Gasol, on a Zach, on a Mike Conley, on a Tony Allen. Et en fait, on vient de perdre Mike Miller, ce qui n'a pas voulu re-signer avec nous. Il a préféré rejoindre LeBron James pour aller choper une petite bague. Et donc du coup, on avait besoin de mecs pour apporter du spacing, pour apporter du shoot. Et on s'est donc dirigé vers Vince Carter, qui était avec Dallas, qui a fait un très beau passage à Dallas, très convaincant en tout cas. Et donc, du coup, malgré ses 37 ou 38 ans, il était encore très capable de nous apporter ce spacing. Parfait. Alors, du coup, quel était son rôle? C'était un rôle en sortie de banc. C'est ça, à la base, on le prend pour vraiment être un mec, vu qu'on a encore le quatuor, comme je l'ai dit,
C'est vraiment des mecs de rotation, donc un mec fiable. En plus, on sait que c'est un mec qui est professionnel et tout. Et donc, du coup, c'était l'un de nos remplaçants, donc, on va dire, principaux. Donc, il jouait pas mal de minutes cette saison-là, une quinzaine, vingtaine de minutes en sortie de banc. Et il mettait ses shoots, et puis donc tout se passait plutôt bien. Ok, Matt, quels sont tes souvenirs du passage de Vince Carter du côté de nos amis des Grizzlies? Bah écoute, moi c'est une des fois avec Orlando où j'ai le plus cru aux chances de titre. Par exemple en 2015, ça perd au second tour contre les Warriors après avoir mené 2-1. J'y croyais vraiment. Bah ça s'est pas fait. Mais oui, et puis là il commençait à rentrer dans son rôle d'encadrement avec les jeunes, tout ça. Il était bien, il s'est bien fondu dans le collectif. C'est la première fois qu'il descend en dessous des 10 points par match. Mais ouais, c'était bien. Il donnait des bonnes minutes. Je me souviens notamment d'un match contre Wiggins où en fin de match il le défend dur, il lui met des shoots sur la tête, sachant que l'idole de Wiggins c'est Vince Carter. Donc il y avait plein de petites images comme ça. Et puis l'équipe était belle quoi, avec les Gasol, Randolph, Conley, tout ça. Il y avait quelque chose à jouer, vraiment. Et toi, est-ce que tu as des choses à ajouter, Tommy? Qu'est-ce que tu retiens de son passage? Oui, donc il a passé 3 saisons chez nous, donc comme il est arrivé un petit peu blessé, donc les 2 premières saisons étaient un petit peu bonnes sans être excellentes. Par contre, la 3e, il a retrouvé un état de santé impeccable, donc qui était très bon. Il y a même, c'est la saison où on avait Chandler Parsons, donc forcément à un moment ils ont mis Parsons complètement de côté, et c'est alors Vince Carter qui est passé en titulaire. Il a fini la saison titulaire. Il a même joué les playoffs titulaires. Et comme disait Matt tout à l'heure, en fait, même en 2015, c'est la saison des gros regrets, avec la fameuse série contre les Warriors, où on mène 2-1, et puis ensuite, tu as Conley qui se blesse, Tony Allen qui est blessé aussi. Et là, il y aurait pu se passer quelque chose, malheureusement. Ça n'a pas suffi. Et pour en revenir à Carter, sur cette série de playoffs-là, en 2016, c'est en 2015, il tourne à 6 points de moyenne, mais la saison suivante, il tourne à 11 points de moyenne qui avait été très responsabilisé. Il tourne à 11 points de moyenne sur cette série de playoffs suivante. Et le passage aux Grizzlies également, à noter, c'est un des moments, vu qu'il est en fin de carrière, où il commence à passer des joueurs dans la liste all-time. À noter qu'il passe Charles Barkley en février 2016. Il devient 24e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Est-ce qu'il a ensuite continué? Il a passé Gary Payton également. Gary Payton, il est devenu pour le nombre de passes, il devient 21e meilleur passeur de la ligue, devant Payton quand même. C'est quelque chose à noter. On en parlait avec Matt. Il a vraiment développé son jeu après les Raptors. C'est devenu un joueur plus complet. Matt, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel était son style de jeu là à l'époque des Grizzlies? Bah après on était plus dans un role player. Il prenait les shoots, il prenait ce qu'on lui donnait. Il pouvait poster un petit peu de temps en temps, attaquer un petit peu le cercle, mais il était surtout là pour écarter le jeu et comme l'a dit Tommy tout à l'heure, pour rentrer ses shoots, et il le faisait pas mal, donc ça marchait bien. Et il défendait un peu en même temps. Si t'es à Memphis et que tu défends pas, c'est un problème. Donc, il défendait plus qu'en début de carrière. Ouais. Et Tommy, est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs sur son rôle auprès des jeunes joueurs? Bon, il n'y avait pas beaucoup forcément de jeunes joueurs dans le 5 de départ, mais est-ce que tu te rappelles par exemple de rookies qui ont été pris un peu sous l'aile de Vince Carter? Il était très proche des jeunes à chaque fois. Même on voyait en Summer League, il était présent en Summer League. Enfin, il n'était pas coach, mais il était toujours à côté sur le banc pour guider les jeunes. Même si à l'époque, malheureusement, les jeunes qui ont été draftés n'ont pas fait carrière parce que c'était pas des grands talents. Mais il y avait aussi une anecdote avec, je crois que c'était Deonta Davis, où il avait proposé de le recueillir chez lui au tout début. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Il avait pris sous son aile un peu Deonta Davis. Et c'était très fun. Je me rappelle aussi d'un truc, c'est aussi cette période-là, on avait aussi DJ Stephens qui était chez nous. Il avait fait le training camp avec nous, il a fait le début de saison avec nous. Et donc DJ Stephens, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dunker exceptionnel qui a joué en France récemment au MSB au Mans, qui a remporté 2 fois le concours de dunk en France. Et donc je me rappelle d'une vidéo, ils ont tourné ensemble où ils partageaient leurs moments de dunk, leurs meilleurs dunks en carrière et tout. Et c'était marrant de voir 2 générations comme ça, donc Vince Carter il y a quelques années et DJ Stephens plus récemment, qui partageaient leurs plus belles anecdotes là-dessus. Oh yeah, super intéressant. Et pour revenir au record, en fait, je suis pas allé assez loin parce qu'en fait, il va monter jusqu'à la 22e place all-time. Il va dépasser quand même Allen Iverson et Ray Allen pour passer 22e scoreur de l'histoire.
et il est le premier joueur de 40 ans à mettre plus de 3 tirs à 3 points dans un match de play-off lors du premier tour justement face aux Spurs, vous en parliez. Ce qui était drôle sur sa dernière saison chez nous, c'est que limite après chaque match, on a vu un tweet Vince Carter est le plus vieux joueur à faire tel stat, à faire tel stat. Limite à chaque match, il y avait une stat comme ça qui sortait, c'était assez fun. Ouais, c'était une saison de record. De toute façon, au bout d'un moment, ouais, quand tu joues aussi longtemps, tu vas battre de nombreux records, que ce soit en minutes, en nombre de matchs, en nombre de tirs pris. J'imagine que ouais, tu devais avoir la petite stat à chaque match. Et alors du coup, selon toi, est-ce que le passage de Vince Carter aux Grizzlies est réussi? Ah, clairement, il laisse une très bonne image. Hein. Je pense, c'est bien de toute manière, peu importe la franchise où il est passé, je pense que c'est l'un des rares joueurs qui fait unanimité. C'est-à-dire que certains joueurs ont des haters, ont des mecs qui l'adorent, mais Vince Carter, je pense qu'il n'y a pas de monde qui déteste Vince Carter. Je sais pas, au fond, c'est un mec qui est toujours professionnel. On sait qu'il fera toujours le taf, qu'il va jamais ouvrir sa gueule pour critiquer quoi que ce soit. Et donc, nous, on a un très bon souvenir de son passage chez nous. Parfait. Ouais, il y aurait pu avoir les fans des Raptors qui auraient pu être des haters, mais il y a eu la réconciliation et justement, c'était lorsqu'il jouait chez les Grizzlies, donc c'est quand même beaucoup d'années après qu'on se rappelle de son retour. Son retour à Toronto. Matt, quel souvenir tu gardes de ça? De son retour à Toronto? Son retour à Toronto avec avec la petite larme à l'œil pendant la vidéo, ouais. Ça fait plaisir. On sent que ça y est, ils ont enfin laissé les embrouilles derrière eux et qu'il faut célébrer, les joueurs comme ça. Bon, après le divorce a été douloureux, mais quand tu vois toutes les années derrière passer, son professionnalisme, comme il est avec les gens, même avec la presse, enfin, c'est un gentil garçon, c'est un nice guy, Vince Carter. Donc au final, ils lui ont pardonné et puis ça finit bien l'histoire, quoi. Yes, exact. Et en plus, comme on disait dans la grande émission, la première partie de l'émission, Vince Carter n'a jamais craché sur les Raptors. Il est parti, il avait certes peut-être plus envie de jouer, mais il n'a jamais craché sur l'organisation ou sur des coéquipiers ou sur rien du tout en fait. Donc c'est vrai que c'était une belle fin. Et moi j'ai vécu, on en reparlera quand on aura notre ami des Hawks juste après. J'étais là quand il y a eu l'autre vidéo, quand il est venu à la Scotiabank Arena la saison dernière. Malheureusement, on n'a pas pu avoir son dernier match cette année. Ça reste un grand regret. Et je me rappelle que c'était quelque chose de fou, hein. C'était une rockstar. J'ai jamais vu autant de journalistes en dehors des finales NBA pour un joueur, en fait. C'était juste dingue. On en reparlera avec les Hawks. Tommy, est-ce que tu as une petite dernière chose à dire ou est-ce que tu as épuisé ton stock de phrases sur Vince Carter? Je pense qu'on a fait le tour, on a tout évoqué un petit peu les trucs principaux de son passage chez nous. Franchement, super joueur. Seul regret, c'est vraiment qu'il n'ait pas pu boucler la boucle en faisant une petite pige chez vous. Et même cette fin de carrière un peu décevante, entre guillemets, où soit avec le Covid, tout a été un petit peu pris de court. C'est le seul regret que j'ai sur Vince Carter. Et toi, Matt, un regret du passage aux Grizzlies ou pas du tout? Non, aucun, si ce n'est ce tour contre les Warriors qui passe pas à l'arrivée pour beaucoup de raisons. De toute façon, après, c'est comme ça, on refait pas l'histoire, mais non, sinon c'était sympa. Et en plus, je parle beaucoup de son numéro, c'est l'année où il retrouve son numéro 15. Ça fait plaisir aussi. Et donc, non, c'était vraiment un bon passage à Memphis, oui. J'ai beaucoup aimé. J'ai oublié tout à l'heure d'ajouter ça, c'est que même si c'était un shooter, il continuait quand même de mettre des petits posters, et certains ont pris des petits posters sur la tronche. Un petit Rudy Gobert de mémoire. Ouais. Exactement. Donc, toujours une bonne ambiance de voir des petits dunks comme ça, même des 360 il mettait, donc ça allait un peu moins haut que par le passé, mais il continuait de sauter. Ouais, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup, merci Tommy. Got 2 points. Carter makes his move and powers it down with the right hand. Carter crosses over. Has the step and hammered it down. Oh, Vince Carter. Let them finish out this basketball game, figuring out how they can be successful. Vince Carter with the spin and the finish. He'll drop it low. Randolph turns at the cut. Carter way up top. Outside he holds. Fakes the threes. Drives and stuffs with the right hand. Great hustle.
hustle by the Grizzlies. They win the 50-50 ball. Can they convert? Vince to the hole. Vince Carter! You did not! That was nasty! Half man. Half amazing and all Grizzly. Holy cow! Marc Gasol, Tony Allen at the scores table. Vince on a drive, throws it down. Vince Carter takes flight. Look out! Carter with energy off the bench. Barnes pull pass and a jam from Vince Carter. Lou Williams just shoved Vince Carter out of the way. Yes, insanity. Throw back the clock. How about that? Canada with 12. Yep, that's it. And no one In the third quarter. Carter going to put his head down again. Sergeant powered in. Keeps it in play. Lob for Vince. Randolph against Cauley Stein. Nice pocket pass to the dunk from Vince Carter. Production from the Grizzlies has been fantastic tonight. And Vince Carter, Vinsanity, rev it up. Never granted the way. I know how difficult that. Oh, it's Carter. Stepping away. Flip it to Carter. Oh! Stevenson, quick outlet. Look at that. Carter leaked out, and it's a 10-point game. High screen by Jamichael. Vince Carter in the lane, jams it. Nice find there, buddy. Vince. Double digits the entire second half. Vince Carter turn back the clock. Keeps this trip alive. That's what you need. You need the extra shot. Nice pass from Barnes. Carter. Oh, what a dunk by Carter. They're on their feet here in Memphis. Boy, that was a flashback for Vince Carter, obviously one of the all-time greats. For Vince Carter. The same things here with so many guys inside. He's a guy that they can depend on outside, but Vince To the rack. Double, nearly lost it, got it back. 5 to shoot. Vince Carter with the dunk off the setup from Conley. Fed his confidence. Good look inside. And how about Vince Carter? Vince with the dunk. There's a steal. Vince Carter goes wham with the right hand. well, that was a better job. Marc Gasol. Carter will drive it and slam it. Oh, the 40-year-old. Boy, Carter can still get up. Jamichael Green, Vince Carter, a reverse dunk for Vinsanity. Harrison, his three, sky ball, and finished by Another assist. Vince on the move, and a hammer from Vince Carter. Boy, Conley seemed to have a look at the handful of the uniform. Vince Carter, he can still do that, folks. 40 years old, but those legs are spry. Carter. He'll take you out of a game. And Randolph going strong against Lee. Oh! Vince Carter with the follow jam, and he's revving them up here in Memphis.
On va recevoir maintenant Laurent qui est un des gérants du compte Kings FR. Salut à toi Laurent. Salut Mike, merci pour l'invite. Alors, on arrive au 10 juillet 2017. Vince Carter signe un contrat d'1 an et de 8 millions de dollars aux Kings. Est-ce que tu peux un peu nous parler du contexte dans lequel il signe aux Kings, où en était l'équipe à ce moment-là? L'équipe, comme les 12 dernières années auparavant, était nulle part. En 2017, il y a Fox qui arrive, c'est la draft de Fox, avec Harry Giles et Justin Jackson. Et on réussit à récupérer Vince Carter, George Hill et Zach Randolph pour amener un peu d'expérience dans l'équipe. Donc c'était plutôt cool de voir ces signatures pour encadrer les jeunes qui arrivaient dans l'équipe. Donc on était content de ces signatures. Pour George Hill, ça a tourné court parce que il n'était pas content et après on a dû s'en séparer. Mais Carter a été au bout de sa saison comme Zach Randolph et voilà, on était vraiment très contents parce que accueillir Vince Carter, qui est quand même une légende NBA dans son équipe quand on n'est que Sacramento, c'est plutôt flatteur. Et du coup, qu'est-ce que tu en attendais de Vince Carter? Est-ce que tu avais des attentes particulières? Quand il est arrivé, il avait 39 ans, 40 ans. Donc sportivement, on peut pas dire qu'on s'attendait à quelque chose d'énorme pour un joueur qui était en fin de carrière. Mais on l'attendait un peu, comme les deux autres signatures en 2017, on s'attendait à un rôle de grand frère, à un rôle de leader de vestiaire, qui a été le cas, parce que quand on a vu là cette saison qu'il a annoncé sa retraite, il y a beaucoup de joueurs des Kings qui ont réagi avec beaucoup de bons messages vis-à-vis de Vince Carter, notamment D'Aaron Fox qui a bien signifié qu'il avait beaucoup aidé dans son année rookie. Donc voilà, on l'attendait dans ce rôle de grand frère, sachant que, encore une fois, sportivement à 40 ans, voilà, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il joue avec un aussi gros temps de jeu qu'en 99 ou en 2000, avec un apport de 25 points. Donc voilà, on s'est dit, on va le prendre en sortie de banc, poste 3, sachant qu'au fil de sa carrière, c'est devenu un très bon shooter extérieur. On s'est dit que ça aurait pu nous servir. Malheureusement, ça s'est pas forcément passé comme ça. Ouais, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de son passage? Pas grand chose, parce que Dave Yorger, qui était le coach à l'époque, il s'en est pas servi, quoi. Vince Carter, on l'a pas beaucoup vu. D'ailleurs, beaucoup pensaient que ce serait sa dernière année en NBA, parce que vraiment un peu à l'image d'un Paul Pierce aux Clippers, il faisait vraiment les. J'ai pas regardé, je voulais le faire avant de vous rejoindre, son temps de jeu sur l'année 2017-2018, mais je suis même pas sûr qu'il soit au quart d'heure. Il est à 10 minutes à peu près. Ouais. Combien, pardon? 17, c'est pas des masses, ouais. Ouais, non, c'est pas des masses, sachant que cette année-là, on n'a pas fait une grosse saison. En termes de résultats, il jouait beaucoup sur les blowouts, donc on le voyait sur les quatrièmes cartons qu'on était déjà à moins 30. Donc bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, c'est sportivement, à part le match qu'il fait le 27 décembre contre je crois que c'était le 27 décembre 2017 face aux Cavs, où il met 24 points à 10 sur 12 au tir. Enfin, il aura fait, il aura tout fait. Le pauvre, je crois que c'était Jake Roder qui défendait dessus à l'époque. Il n'y arrivait pas, quoi. Il n'arrivait pas à arrêter Vince Carter à 40 ans. Donc, à part vraiment ce match contre les Cavs qui nous a marqué et qui nous a bien permis de se moquer de LeBron James et des Cavs, sportivement, voilà, on n'en retient pas grand-chose, quoi. Et de ton côté, Matt, quel souvenir tu retiens de ce passage? Et Laurent en a un peu parlé. Est-ce que tu craignais, après cette saison à Sacramento, que Vince prenne sa retraite? Ouais, moi je sentais que c'était la fin. C'est peut-être la dernière saison, comme disait Laurent. C'était surtout, il était là dans un rôle de grand frère, aider les jeunes, comme de toute façon toute sa fin de carrière a été. Et puis bon, il est passé en 20 minutes de temps de jeu. L'année d'avant, il joué en 20-25 à Memphis, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, à 40 ans, enfin plus, ouais. Et voilà. Après, oui, comme il disait, son match à 24 points, je crois qu'il a fait un autre match à une vingtaine de points, comme ça, et puis rien d'exceptionnel. Mais bon, donc c'est ce qu'ils attendaient de lui dans tous les cas. Après, est-ce qu'il aurait pu avoir plus de temps de jeu? Certainement derrière, parce que le poste 3, c'était Justin Jackson. Après, on a mis Bogdanovic au poste 3, qui n'a pas été une très grande réussite, parce que c'est pas fait pour lui, ce poste. Donc voilà, il aurait pu, dans une saison où je crois on fait 28 victoires, un truc comme ça, je pense qu'il aurait pu... Yorger aurait pu vraiment le faire jouer. Donc ouais, c'est dommage. Voilà, l'aspect signature, l'aspect pour nous fans des Kings, avoir un maillot de Vince Carter à Sacramento, c'est extraordinaire. Peu auraient pensé qu'au cours de sa carrière, aussi longue soit-elle, il aurait fini chez nous. Donc voilà, c'était juste, allez, on va pas dire un coup marketing parce que ce serait manquer de respect, mais pas loin, quoi. Pour revenir sur l'autre match à 20 points, c'était un match assez particulier. Il a mis 21 points et en fait c'était face aux Spurs.
et Ginobili avait mis 15. Et c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que 2 joueurs de 40 ans marquaient au moins 15 points. Voilà pour la petite histoire. J'avais oublié, tu vois. Ouais, pareil, ouais, ça va, bien vu. Et pour ajouter un peu au petit record qu'il a battu quand il était chez les Kings, il est passé devant Pat Ewing pour la 22e place sur le scoring NBA. Et malgré tout, il a dû bien réussir son rôle de mentor parce qu'il a réussi à obtenir pour les Players Voice Awards, donc les awards donnés par les joueurs, il a été le most influential vétéran. Donc voilà, si on peut retenir un peu des récompenses qu'il a eues lors de son passage chez les Kings. De manière générale, du coup, Laurent, pour toi, est-ce que tu considères que c'est un échec ou de toute façon, vu la saison des Kings, t'en attendais pas forcément plus, comme tu l'as dit? C'est difficile de répondre dans le sens où quand tu accueilles Vince Carter à 39 ans, comme on l'a dit, sportivement, tu n'attends pas grand-chose. Mais d'un autre côté, je trouve que voilà, Jorger ne l'a pas forcément utilisé à bon escient. Donc, il avait signé que pour 1 an. Bon, on s'était dit qu'il aurait pu finir là-dessus ou peut-être même rempiler sur une autre année. Mais bon, 2018-2019, on a eu un autre vétéran qui était Iman Shumpert et on a bien vu la différence de ce qu'il a pu apporter. Donc voilà, je pense qu'il aurait pu avoir plus de temps de jeu. Donc ouais, je sais même pas si tu peux considérer ça un échec tant sportivement, on n'attendait pas grand-chose. Il a fait ce qu'on lui a demandé vis-à-vis des jeunes que nous avions à cette époque-là. Donc voilà, échec, non. Est-ce que c'était un bon coup? Oui, mais non, quoi. C'est vraiment, on est vraiment mitigé tant l'année de Vince Carter chez nous, voilà, elle est passée, elle est juste passée, quoi. Ouais, ok. Et juste pour finir, est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir en dehors de De'Aaron Fox, comme tu en as parlé, de joueurs qui ont parlé de Vince Carter, comme quoi il leur avait apporté quelque chose? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça ou pas? Harry Giles, je crois, ouais. Harry Giles avait mis un long post sur Instagram, je crois, de mémoire, sachant que quand Harry Giles est drafté, sa première année, elle est blanche suite à ses problèmes de genoux, et il avait beaucoup discuté avec Vince Carter, ouais. Donc même tous ceux qui étaient là à cette époque-là, Buddy Hield, je crois que même Frank Mason qui était là et qui est aujourd'hui aux Bucks, avait laissé un message. Après, bon, je pense qu'au-delà des Kings, toute la sphère NBA a plus ou moins laissé un message au grand monsieur qui était Vince Carter. Parfait, c'est parfait pour conclure. Eh bien, merci à toi, Laurent. Avec grand plaisir. (32-22). Grant, the first quarter, San Antonio gets up. Vince Carter attacks and scores. So the 41-year-old just celebrating his birthday while the team was in Miami. Crowd in San Antonio. Now it's Hill. Vince says, keep on throwing it to me. Favor because they are depleted at the big guy position. Here's Carter. He's been the man. And he adds on. Vince Carter has 13. I do too. You know what I see? Their basketball IQs are at a very high level. That's very apparent. And Fox, he's fouled in the backcourt. Carter. Vince Carter with 21. On démarre la dernière étape de notre grand marathon, Matt. On va recevoir Joris de Atlanta Hawks FR. Parce que des Atlanta, il y en a beaucoup. Il y a les Braves, il y a plein d'équipes. Salut à toi, Joris. Salut à vous, les gars. Salut. Alors, on va tout de suite commencer avec ce passage aux Hawks. Et comme on a demandé un peu à tout le monde, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte Vince Carter est arrivé et quelles étaient un peu les attentes vis-à-vis de lui? Là, c'est vraiment sa fin de carrière. On sait que déjà, dans les 2 clubs précédents, il commençait à avoir un rôle de mentor auprès des jeunes. Est-ce que c'est un peu dans cette optique-là également qu'il signe aux Hawks? Très clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Son apport sur le terrain, bon, on comptait toujours un petit peu dessus, mais c'était assez familier et on n'en attendait pas plus, quoi. Son rôle, c'était dans le vestiaire, c'était sur le banc, particulièrement pour conseiller les jeunes, pour les encadrer à l'entraînement, pour leur dire comment ça se passait dans la ligue et faire en sorte que tout tourne et qu'ils se développent le mieux possible.
c'est clairement dans cette optique-là qu'ils sont arrivés. Du coup, est-ce que tu as des exemples de témoignages de joueurs ou quel joueur il a pris sous son aile, quels sont les joueurs sur qui il a eu une grosse influence? Je me rappelle d'une anecdote, je crois qui était rapportée par Chris Kirchner, un beat writer d'Atlanta, qui bosse pour The Athletic, qui en gros, une fois que Trae Young a été sélectionné All-Star Game, donc tout le monde le félicitait, etc. Et à un moment, il s'est retourné, il a regardé Cam Reddish et il a fait, lui, c'est mon prochain projet. Donc clairement, je pense qu'il a énormément influé sur la façon dont Trae Young a amorcé ses 2 premières saisons et comment il a réussi à se développer et comment il a joué en fait. Et donc du coup, il a apporté ça sur la fin avec Cam Reddish. Et notamment, il a beaucoup travaillé avec lui sur cette année, sur son shoot, parce qu'on sait qu'au début d'année, le shoot de Cam Reddish a été assez catastrophique. Je crois qu'au début, il tourne à 18% à 3 points, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup pris de temps avec Cam Reddish pour le travailler, pour sa gestuelle, travailler ses appuis, etc. Parfait. On va passer la parole à Matt. Matt, dis-nous un peu quels sont les souvenirs que tu vas garder de ce passage à Atlanta. Bah ouais, comme disait Joris, c'est une saison d'encadrement. Après moi j'ai bien aimé Atlanta avec les petits jeunes, c'était cool. Puis bon avec un petit jeune comme Trae Young, ça rend le jeu plutôt excitant. Et oui, après il passe les 25 000 points à Atlanta sur un dunk contre les Raptors, d'ailleurs c'est ça, tout de suite, toute fin de match. Exactement, et c'était une belle manière de finir, et ça faisait plaisir de voir qu'avec les petits jeunes, il avait l'air de bien s'entendre. Voilà, il les conseille pour un petit jeune comme Trae Young qui est en train d'exploser, qui voit sa popularité augmenter. Je pense que c'est bien d'avoir un Vince Carter qui est passé par là, qui peut lui donner des conseils, et ouais, non, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Et même question pour toi, Joris, quelles sont les images que tu vas garder de Vince Carter, du coup, sur le passage à Atlanta? Forcément, ce dernier dunk. Enfin, c'est pas son dernier dunk d'ailleurs, je crois, mais c'est 25 000 points, ce cap des 25 000 points passés sur un dunk contre les Raptors en toute fin de match. Je crois qu'on perd quand même le match, par principe. De toute façon, on a plus perdu de match qu'autre chose quand il était là. Et puis son dernier panier aussi, son dernier panier contre les Knicks alors que la saison va être suspendue, où Lloyd Pierce le fait rentrer dans les dernières secondes, je crois qu'il doit rester une vingtaine de secondes, et tu as Trae Young qui se retourne et qui donne la balle à 3 points à Vince Carter, qui met son dernier panier contre les Knicks. C'est une belle image, t'as tout le monde qui le félicite, t'as toute la salle qui explose de joie. C'est vraiment un beau moment que ce moment-là. Ah oui. Ouais, moi j'étais devant le match à ce moment-là, j'étais sur le League Pass, j'étais comme les fans d'Atlanta. J'étais avec We Want Vince. On savait ce qui était en train de se passer, on savait que ça allait s'arrêter. Je disais, mettez-le moins une dernière fois. Il a mis son dernier shoot. Ouais, ça soulage au moins. Ça fait mal au cœur parce que je savais que c'était probablement le dernier, mais au moins ça finit quand même sur une bonne note. C'est ça. C'est un peu le truc qui est un petit peu dommage, c'est que du coup il a pas son dernier match avec. Normalement il devait rester un match à Toronto, il me semble. Ouais, il restait un match à Toronto. Ouais, c'est ça. Et puis il n'y a pas eu les vidéos hommages, il n'y a pas eu tout ça en fait, tout ce dernier truc. Et c'est dommage pour un joueur du calibre de Vince Carter en fait, parce qu'il a eu une carrière il n'y a même pas besoin de rappeler cette carrière-là. Elle est monstrueuse et avec un très fort impact culturel sur le basket et sur les jeunes. C'est un petit peu dommage qu'ils partent par la petite porte comme ça sur une défaite contre les Knicks. Un petit peu dommage, quoi. C'est vrai. Ouais, complètement. C'est les regrets qu'on a justement de cette saison qui s'est arrêtée prématurément. Il y avait le match à Toronto qu'on attendait beaucoup. Déjà l'année dernière, je me rappelle quand Vince Carter était revenu avec Atlanta, c'était assez dingue, surtout niveau couverture journalistique. Je crois que j'avais jamais vu autant de monde. À part pour les finales NBA, mais autant de journalistes autour d'un joueur. Je crois que c'était vraiment la plus grosse foule de journalistes que j'avais vue. Bon, c'était déjà bien l'année dernière. Ils avaient fait une vidéo parce que l'année dernière, les Raptors fêtaient un peu tous les joueurs qui revenaient. Chaque équipe qui revenait, ils ont choisi ces 2 ou 3 s'il y avait des joueurs qui étaient passés par les Raptors. Mais c'est vrai qu'on a vraiment ce regret qui n'a pas pu disputer ce dernier match à Toronto. On va faire un petit tour au final de ses records. Donc au final, il a passé Alex English pour 19e meilleur scoreur all-time. Il est 3e au nombre de matchs NBA joués. Il a dépassé Dirk Nowitzki. Et il est 6e au nombre de 3 points en carrière. Joli aussi. Et je crois qu'on a fait le tour de ses exploits
de ces On records. doit avoir un petit record du nombre d'arceaux explosés aussi, je pense. Oui, après, de toute façon, il a tous les records qu'on peut trouver possibles et imaginables pour un joueur de 40 ans, je pense. Ouais, c'est ça. C'est clairement 22 saisons, c'est quand même pas rien. Ouais, ça c'est 43 ans la dernière saison, c'est incroyable. Ouais, c'est quelque chose. Ça, tu peux encore jouer au plus haut niveau mondial. Bon, même si tu joues pas beaucoup, mais rien que le fait de pouvoir être là, de pouvoir donner 15 minutes, c'est quand à 43 ans, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est un bon mot pour conclure notre partie 2 sur les différents clubs dans lesquels est passé Vince Carter après les Raptors. Eh bien, je te remercie d'avoir participé. Je vous remercie tous les deux. Merci Matt d'avoir été le fil rouge un peu tout le long de ces 2 épisodes que nous avons fait, celui sur les Raptors et celui sur les autres clubs. Comment tu voudrais conclure tout ça, Matt? Bah déjà je voulais te remercier toi, moi c'est un plaisir, hein. Tu sais très bien, tu me demandes de parler de Vince Carter, c'est un hobby un peu pour moi, donc voilà. Et après pour conclure, voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a certainement oublié quelques petites choses ici et là, mais bon en même temps c'est compliqué, 22 saisons. Et voilà, moi c'est quelqu'un qui m'aura accompagné depuis la fin collège jusqu'à cette année, et donc ça va me faire un grand vide qu'il soit plus là, et donc après voilà, hein, je m'arrangerai pour l'écouter sur ESPN. Ça sera déjà ça. Voilà, c'était ça ma dernière question. C'était avec toutes ces expériences en tant que mentor. Maintenant, on sait, comme tu l'as dit, qu'il est sur ESPN. Est-ce que pour toi, on peut le voir coacher dans quelques années, ou est-ce que tu le vois plus dans un rôle de consultant comme Shaq et compagnie là, qui eux ont vraiment pris cette direction-là? De ce que j'ai lu, moi, apparemment, lui son projet, ce serait d'être dans un bureau, enfin de gérer une équipe ou quelque chose dans le genre, d'être dirigeant, ou ce qu'il aimerait bien justement, c'est ce qu'il expliquait, pouvoir faire le lien entre dirigeants, joueurs, c'est des trucs comme ça. Donc pour l'instant, il va être à ESPN. Après, on va bien voir ce qu'il va faire, mais oui, apparemment, il a des projets déjà. En même temps, il a eu le temps de se préparer, je pense. Et, ouais, c'est clair. Donc, lui, ça ne tombe pas sur le coin de la gueule. Il l'a bien vu arriver. Donc, du coup, je pense qu'il a des projets. On verra bien, mais bon, je lui fais confiance. Je n'arrive pas à le voir être coach, tu vois, assistant coach ou au développement des joueurs, ou quelque chose comme ça. C'est un rôle dans lequel je le verrais vraiment. Tu vois, justement, continuer ce rôle de mentor dans lequel il a vraiment excellé dans les dernières franchises où il a été, quoi. C'est quelque chose qui me semblerait vraiment intéressant pour lui. Et pour n'importe quelle franchise d'ailleurs, avoir un joueur comme ça, c'est du bonheur. Ouais, c'est clair, il y a moyen. Complètement. Eh bien, merci Joris, merci Matt. Et comme on dit toujours quand on se quitte, même si là on n'a pas parlé forcément des Raptors, on va pas changer les bonnes habitudes de cette émission. Let's go Raptors! The chants from the crowd are "We want Vince." And again, Vince Carter has talked this will be his final season, and you just don't know where it's going to go. With this the final game of his wonderful career? Maybe that's why they're chanting, Mike, one more time to see Vince. Kevin Knox had double figures with 12, and the "We want Vince" chants continue. Well, Vince Carter, a very popular player, and they're going to put him in. Yep, not knowing if it might be the last time. He's enjoyed, he's so loved his relationship with the fans. And as we said earlier, he's been a wonderful ambassador for the NBA for 22 years. Usually it's the 7-foot guys that last that long. Carter's 6'7". Well, R.J. Barrett. See if the Knicks will let him score his last basket. And that's what they're going to do. Carter for three. Get in there. Wow. Unbelievable. What an appropriate way to finish for the great Vince Carter. And the Knicks will just dribble it out, ending this bizarre night. Absolutely a terrific win, a very spirited win for the Knicks. But now the future of this NBA season very much in doubt with the news coming about tonight.
Played longer than anybody in NBA history, 22 years. Played in 4 different decades. An all-star earlier in his career, a mentor late in his career, and he embraced both roles beautifully. That record could easily be broken today, folks, with one and done. These guys coming out at 18 nights, so a lot of guys that might play. Carter, I told you that attempted over 200 threes this season. None more provocative than that one right there. Lowry for 3.